Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier numéro de la bibliographie d'Arthur Conan Doyle sur une étude en rouge, le début du canon holmésien comme on dit. Donc je vais faire avec Arthur Conan Doyle comme je fais avec Agatha Christie, c'est-à-dire prendre le premier qui est sorti et les lire dans l'ordre chronologique. Par contre, je ne vais pas autant pousser mon boulot qu'avec Agatha Christie, parce que déjà il y a beaucoup moins de romans sur Holmes qu'il y en a sur Poirot, Marple et compagnie. Et ensuite parce que je trouve qu'il y a moins de boulot à faire avec Arthur Conan Doyle qu'avec Agatha Christie. Avec Agatha Christie, on peut vraiment deviner le coupable nous-mêmes. On a tous les indices en main quasiment autant qu'Hercule Poirot pour pouvoir tout deviner. Qu'avec Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes fait des déductions tellement folles à partir de rien que on peut pas vraiment faire toutes ces déductions nous-mêmes. Concrètement, on est spectateur et on n'est absolument pas acteur comme on peut l'être avec un roman d'Agatha Christie. Donc je vais faire une sorte de retour de lecture, j'allais dire amélioré, donc un retour de lecture somme toute classique, sauf que je vais tous les faire. Commençons par le commencement, je vais vous lire vite fait le résumé, je l'ai juste ici. Au numéro 3 de Lauriston Gardens, près de Londres, dans une maison vide, un homme est retrouvé mort, assassiné. Aucune blessure apparente ne permet de le dire en dépit des taches de sang qui maculent la pièce. Sur le mur griffonné à la hâte, une inscription Rache, vengeance. 20 ans plus tôt, en 1860, dans les gorges de la Nevada, du Nevada, de toute façon, bon voilà, en Amérique, Jean Ferrier est exécuté par des mormons sanguinaires chargés de faire respecter la loi du prophète. Sa fille Lucie est séquestrée dans le harem du fils de l'ancien. Quel lien entre ces deux événements aussi insolites que tragiques? Un fil ténu, un fil rouge que seul Sherlock Holmes est capable de dérouler. Euh, une, une intrigue tout en subtilité où pour la première fois Watson découvre le maître. Et oui, donc c'est le premier roman du canon holmésien, donc le roman où Watson apprend à connaître Holmes, où Watson rencontre Holmes, et ils apprennent à se dompter, à se connaître, etc., etc. Donc je trouve que déjà ce titre, une étude en rouge, je pense qu'il n'avait pas d'inspiration. Parce qu'une étude en rouge, alors ouais, c'est parce qu'il suit le fil rouge, et de faire le détective, c'est comme faire une étude de l'enquête, enfin je sais pas, c'est un truc un peu chelou, donc une étude en rouge, voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il étudie le fil rouge. Et euh, donc le nom ne correspond pas à l'enquête. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le savoir. Le nom ne correspond absolument pas à l'enquête. Enfin, bref. Commençons par le commencement, la présentation de Watson. Évidemment, c'est connu, mais je le redis, le personnage que nous suivons, c'est John Watson, le médecin. D'ailleurs, c'est évidemment le personnage que nous apprenons à connaître en premier. On apprend qu'il est médecin, qu'il était médecin de guerre. Il est allé en Afghanistan, il a connu bien des guerres, bien du malheur, et il revient car il n'a plus la force de tenir le coup concrètement. Il a été blessé et il revient pour se soigner, enfin bon, bref, et pour arrêter aussi l'armée. Il a sa solde, j'imagine que c'est sa solde de militaire. Mais bon, c'est pas vraiment assez pour vivre, j'allais dire convenablement, si il arrive à se payer des hôtels. Mais bon, rien de fou non plus. Il cherchait plutôt un appartement à se mettre en colocation. Et pouf, il tombe sur un ancien collègue qui connaît Sherlock Holmes, qui lui-même cherche un colocataire, parce qu'après tout, un bel appartement, le loyer est quand même assez cher, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent tout simplement. Oui, alors je le dis maintenant, mais évidemment, ça fait plus de 100 ans que le livre est sorti. L'alerte spoiler, à un moment, est exagéré. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien débrouillez-vous. Ça fait plus de 100 ans, ça fait 120 ans, 140 ans que le livre est sorti, parce qu'il est sorti, je sais même plus quand. En 1880 et des poussières, ça fait 140 ans que le livre est sorti.
je mets plus d'alerte spoiler, débrouillez-vous. Et donc c'est un Watson franchement diminué, toujours très fatigué. Je pense que on aura connu je pense qu'on connaîtra dans les futures histoires un Watson bien plus en forme, et là il ne demande que le repos. Et maintenant, venons-en vite fait à la présentation de Holmes, et j'ai été extrêmement surpris, parce que, bon, c'est pas le premier Sherlock Holmes que je lis, évidemment, c'est juste que j'ai décidé de tout reprendre du début des Holmes. J'en ai lu plein, pas celui-là, très bizarrement, j'avais pas lu Une étude en rouge encore, donc je trouve que nous avons un Sherlock Holmes, en tout cas pour un début d'histoire, qui est extrêmement joyeux, qui, qui est tout le temps un peu en train de chercher, tout le temps en train de faire des expériences, et dès qu'on commence à le flatter un peu, le mec il se la pète carrément, je veux dire en mode continue, oui continue, encore des compliments, même s'il fait genre qu'il s'en fout, qu'il aime pas ça, en fait il adore ça, et c'est extrêmement bizarre de voir un Holmes aussi enjoué, alors que j'ai l'habitude de le lire et de le voir dans la série également, tout très sobre, très classe, qui se la pète pas, qui veut juste réfléchir, faire régner la justice, et avoir des énigmes toujours aussi compliquées parce qu'il aime pas s'ennuyer. Et j'ai toujours connu ce genre de Sherlock Holmes là, pas un Sherlock Holmes, ben j'allais dire jeune, mais bon voilà, enjoué, de bonne humeur, et qui cherche, qui veut toujours étaler ses connaissances. Et il y a une facette un peu de Sherlock Holmes que je ne connaissais pas non plus. C'est qui, comme il dit Watson, je pense pas que ce soit exploité vraiment dans les autres, parce que j'ai pas souvenir d'avoir lu encore quelque chose comme ça, mais c'est un Holmes qui a des connaissances énormes dans certains domaines, mais qui n'en a aussi aucune dans d'autres. Genre, il y a certains sujets, mais qui sont pourtant classiques de la vie quotidienne, que lui ne connaît absolument pas. Pour lui, ce sont des connaissances qui encombrent son cerveau. Il veut se concentrer sur le principal que sur ce qui l'intéresse par rapport à ses enquêtes. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Il a d'énormes lacunes dans des choses de base, mais pour faire de la place aux connaissances dont il a besoin pour mener l'enquête. Et ça apporte une toute autre facette, je trouve, à Sherlock Holmes, beaucoup plus intéressante, et ça apporte des failles surtout. Parce que c'est beaucoup plus intéressant quand un héros a des failles. Venons-en à l'enquête maintenant. L'enquête, alors, c'est un roman qui est découpé en deux parties, littéralement. Donc la partie, voilà, la première partie, bon, on découvre Watson, on découvre Holmes, ensuite vient l'enquête en elle-même. Bah, c'était très bien. Cette première partie est très bien. C'est comme je le dis comme je l'ai dit sur Instagram ou sur Babelio que je l'ai dit d'ailleurs, va t'abonner à mon Babelio 6 si ça t'éclate. Donc Alice Terka Lecture, hein, voilà tout pareil. C'est euh, c'est une enquête, voilà, du fin 19e, comme on l'aime, de l'Angleterre de cette époque-là, voilà, comme on l'aime, avec un Holmes comme on l'aime, à faire ses déductions folles à partir de rien, avec un Watson bouche bée, et donc j'ai été extrêmement charmé. Je me suis dit, si vraiment c'est tout comme ça sera vraiment parfait, je vais tout encenser comme d'habitude, jusqu'à ce qu'arrive la deuxième partie, et je sais pas ce qui est passé par la tête de Conan Doyle de nous mettre une deuxième partie aux États-Unis. Voilà, je vous ai lu la quatrième de couverture tout à l'heure, et la partie en fait au Nevada. C'est Nevada dans le roman, moi c'était marqué dans l'Utah. Donc je sais pas, peut-être que l'Utah c'est dans le Nevada. Je n'y connais rien à la géographie américaine. Bah, peut-être parce que je m'en fous un peu en fait, pour être honnête. Donc c'est dans l'histoire, en tout cas dans ce que j'ai lu, c'était dans l'Utah, non, Salt Lake City. Je sais plus dans quelle ville. City, ça finit par City. Mais enfin bref, une ville effectivement où règnent les Mormons. Une ville où que les Mormons ont construit, et avec le fameux Jean Ferrier. Jean Ferrier l'a aidé à construire la ville, il a établi son domaine. Et enfin bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Il y a une histoire entre lui et sa fille adoptive. En fait, on part du tout début avec Jean Ferrier et la gamine perdus dans le désert. Ils se font recueillir par les Mormons, il les aide à trouver la terre promise et construire une ville, etc. etc. Et là, l'histoire part de là, mais sauf qu'on a tout, je disais, du début, mais jusqu'à la fin, je veux dire, tout dans le détail, comme un vrai roman, vous me direz, évidemment. Mais là, en fait, je trouve ça inutile de rentrer à ce point-là dans le détail, parce qu'en fait, c'est toute cette partie-là explique
les raisons du meurtrier, il explique le mobile du meurtrier. Je trouve ça un peu abusé. En fait, c'est une partie où je me suis ennuyé pour cette deuxième partie. Je n'ai pas aimé cette deuxième partie. Autant j'ai adoré la première partie, en Angleterre, Londres, Holmes, Watson, les déductions, l'enquête et compagnie, génial. Et cette deuxième partie aux États-Unis, je me suis fait chier, quoi. Je me suis fait chier parce que c'était évident que ces deux-là allaient mourir, au moins un des deux, pour que le meurtrier puisse se venger et tuer les deux personnes dont on entend parler dans cette deuxième partie. Et ben du coup, ben ça apporte plus aucun intérêt. En fait, à la fin, le meurtrier avoue tout et explique pourquoi il a fait ça. Et en fait, c'est quand c'est les explications qu'on a, c'est cette deuxième partie, concrètement. Alors c'est très bizarre parce qu'en tout cas moi dans le livre que j'ai eu, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs traductions différentes, montées de façon différente, mais moi c'est vraiment, voilà, d'un chapitre à l'autre, on a la partie aux États-Unis. Voilà, quasiment sans comprendre, de but en blanc comme ça. Et à la fin, après la partie aux États-Unis, Sherlock, Sherlock Holmes attrape le coupable. Et le coupable décide d'avouer et dit bon bah ok, c'est la partie aux États-Unis que vous venez d'avoir juste avant que j'ai raconté, que c'est ça l'histoire. Et en fait je suis mais pourquoi le mobile du meurtrier est raconté avant même qu'il soit attrapé. Et une fois qu'il a attrapé, il veut avouer, il veut dire bon bah ok, voici mon histoire. Et en fait, c'était l'histoire juste avant, qu'on vient de lire. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu, alors ok, je pense que c'est du remplissage, parce que sinon le roman n'aurait pas fait 125 pages, mais en fait 70, ok, ça je veux bien le comprendre. Mais pourquoi déjà cette histoire-là n'a pas été racontée au moment, dans la chronologie de l'histoire où le meurtrier a raconté, a avoué, en mode ok, je vais raconter, et puis paf, on a l'histoire. Mais moi, ce qui m'aurait plus convenu, c'est un résumé. Juste un résumé, pas toute l'histoire dans le détail, mais la version raccourcie, même d'une dizaine, une vingtaine de pages. Parce que là, on a quand même le truc de 50, une cinquantaine de pages sur toute l'histoire aux États-Unis. Moi, je m'en fous un peu en fait, je m'en suis foutu un peu. Ok, qui me raconte que ces deux mecs-là ont tué sa meuf et son beau-père, et moi c'était suffisant. Une version raccourcie, parce que là c'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. Enfin, la fin est très cool. L'histoire en elle-même est très bien. De comment Sherlock Holmes a pu deviner tout ça. Enfin bon, il n'a pas tout deviné non plus dans le détail, mais enfin il a deviné le principal avec si peu d'éléments en restant à Londres, alors que c'est une histoire qui a commencé aux États-Unis. Évidemment, c'est très fort. C'est super, j'ai adoré cette histoire, c'est juste cette partie aux États-Unis et cette façon dont ça a été raconté par rapport au moment où le meurtrier avoue, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris et j'espère en tout cas, les histoires que je n'ai pas encore lues de Sherlock Holmes ne vont pas être tous comme ça parce que j'ai pas aimé. Mes petites observations par rapport au roman en général, le premier chapitre d'une étude en rouge m'a fait penser au premier chapitre de la mystérieuse affaire de Styles, qui est le premier chapitre du premier roman d'Agatha Christie. Les présentations sont un peu les mêmes. Hastings, évidemment, c'est Agatha Christie qui s'est inspirée de Sherlock Holmes, évidemment, d'Arthur Conan Doyle. Parce que Hastings et Watson, c'est exactement les mêmes. Watson, il est médecin de guerre. Bon, bah, Hastings, il n'est pas médecin, mais il est militaire. C'est le lieutenant Hastings. Et c'est le lieutenant. Je sais plus, mais enfin bref, son grade, on s'en fout. Mais enfin là, il fait la guerre. Il revient en Angleterre parce qu'il a été blessé. Et donc maintenant, il rentre en Angleterre pour passer à autre chose. De Captain Hastings, c'est ça, ça me revient, le Captain Hastings. Et c'est exactement pareil pour Watson, il rentre parce qu'il est blessé et voilà, il va passer à autre chose. Et c'est extrêmement similaire. Leur façon aussi de rencontrer Poirot, voilà, Hastings rencontre Poirot un peu par hasard, Watson rencontre Holmes, voilà, parce qu'on lui a présenté, un peu au hasard aussi, donc c'est quelque chose d'extrêmement similaire. Et donc évidemment, j'ai bien aimé. On voit un peu où Agatha Christie a tiré certaines sources d'inspiration, et Dieu que je la comprends parce que c'était vachement bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce roman. En bref,
L'enquête était vraiment excellente, c'est une excellente histoire, c'est juste la partie, aux États-Unis, la deuxième partie du roman que je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça complètement inutile, il aurait mieux fait de nous faire une partie raccourcie, sinon évidemment c'était excellent, du Sherlock Holmes comme on l'aime. C'est le début, donc il est encore tout beau, tout gentil, tout enthousiaste. J'ai hâte, de le voir, tourner au vinaigre et avoir des difficultés et qu'on voit les failles et les faiblesses de ce Sherlock Holmes, même si là, dans sa présentation, on voit quand même déjà quelques faiblesses qui ne sont pas forcément racontées bien dans la série, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le prochain retour de lecture, normalement, ce sera sur le 7e roman d'Agatha Christie, donc les 4. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.